Bonjour Coralie Dubos Bonjour. et bienvenue pour votre première intervention dans un média. Hier, vous étiez député depuis 15 jours, vous étiez une semaine, vous étiez dans l'hémicycle du Congrès de Versailles. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'abord? Écoutez, évidemment, une forte émotion à être dans cet hémicycle pour ce congrès à Versailles et en même temps beaucoup de sérieux tout de suite. Beaucoup de sérieux puisque ce discours était très important et il appelait à beaucoup de responsabilités. Donc tout de suite, la posture s'est imposée d'elle-même. Et vous avez rencontré des leaders de droite, de gauche que vous connaissiez à travers la télé ou la presse et vous étiez au milieu d'eux. Bien évidemment, il y a des visages qui étaient connus et que l'on rencontre de visu directement, et pour autant des visages aussi inconnus que l'on a grand plaisir à découvrir et à rencontrer. Alors, est-ce que vous vous souvenez des mots qui ont été les plus employés par le président de la République? Alors écoutez, il me semble que parmi les mots les plus employés, nous avons beaucoup entendu parler d'efficacité, de représentativité, de responsabilité, de réconciliation et d'Europe. Et il a dit prendre de la hauteur, il a dit la culture, l'intelligence française, l'Europe, vous avez raison. Et une dizaine de fois, il a employé le mot transformation. Il a l'obsession de la transformation du pays, c'est ça? Alors non l'obsession, mais l'objectif. C'était l'objectif qui était porté pendant la campagne présidentielle. C'est les engagements qui ont été pris, qui seront tenus pendant le quinquennat. C'est bien de transformer la France. C'était l'engagement de départ. Et vous avez vu le résultat de ce discours. Les oppositions de droite ont trouvé ce discours creux comme un sermon, inconsistant, vide, flou lyrique, dit Marine Le Pen qu'on écoute. Discours pour la presse, qui est un discours dans lequel nous ne pouvons pas dire ce qu'ils souhaitent en réalité. Nous n'en savons pas plus en sortant qu'en entrant. Alors, ça reste très vague, une dose de proportionnel. Il faut, nous dit-il, accueillir des migrants tout en accueillant moins. Il faut arrêter l'état d'urgence tout en maintenant l'état d'urgence. Voilà. Ce flou-là commence à devenir assez inquiétant. Vous êtes inquiète par le flou, le vague, comme dit Marine Le Pen? Non, je suis plutôt inquiète qu'elles ne comprennent pas les propos qui ont été tenus hier. Nous étions très loin du flou, nous étions sur un discours qui avait beaucoup de hauteur, qui était quasiment philosophique, une vision, un cap. Nous avons un président qui préside, qui donne de grandes orientations. C'est loin d'être flou. Est-ce qu'il faut offrir la confiture philosophique aux parlementaires? Ça, c'est autre chose. Il faut élever le débat et je pense qu'il l'a suffisamment dit hier, et c'était très important, restaurer aussi la dignité du débat public. Alors vous avez remarqué qu'en 90 minutes, le prince Macron à Versailles a guillotiné 308 élus, 308 parlementaires, parce qu'il veut réduire du tiers les députés, les sénateurs et même les membres du Conseil économique et social. Ça ne fait pas trop? Et est-ce que ce n'est pas une manière de punir les élus? Bien évidemment qu'il ne s'agit pas d'une punition. C'est tout à fait cohérent lorsque l'on regarde le fonctionnement depuis quelques décennies. Il y a énormément de parlementaires, nous le savons, et en revanche, les équipes sont très restreintes, puisque nous avons pour objectif d'être dans l'efficacité. Nous voulons beaucoup de réalisme et nous voulons que les choses avancent, que nous ne voulons pas être dans une simple prolifération législative, mais bien dans cette efficacité, il nous faut des équipes solides, avec des parlementaires qui puissent venir amener. Ce qu'il a dit. Mais parce que j'en suis profondément convaincue, c'était déjà le cas. Première vice-présidente du groupe En Marche. Tout à fait. Et d'autre part, vous faites partie de la commission des lois. Quand avez-vous rencontré En Marche? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce que je faisais avant? Alors, je suis juriste de formation en droit européen des affaires et en droit de l'homme, comme quoi c'est tout à fait possible de concilier l'un et l'autre. Et puis j'avais orienté ma carrière en responsabilité sociétale des entreprises. Donc je travaillais dans ce domaine-là. J'étais très préoccupée par la situation sociale et économique en France, engagée par le passé, mais dans la vie associative uniquement. Et dans la perspective des élections présidentielles de 2017, je ne voulais pas rester les bras croisés face aux tensions qui émergeaient. Et voilà, et vous êtes député avec ses responsabilités. Le président de la République veut éviter l'inflation des lois, un peu comme Gérard Larcher, les sénateurs qui y travaillent depuis 2015, et il veut instituer une dose de proportionnel pour les prochaines législatives, c'est-à-dire en 2022. Tout à fait. Il est important que l'ensemble des partis puissent être représentés, puisque c'est le vote des Français. Très bien. Une dose. Une dose, une dosette. Vous avez l'idée? Une dose de proportionnel. Il a appelé différents ministres à lui présenter des propositions pour la rentrée. Nous verrons ces propositions et elles seront discutées. Une dose.
Et alors, c'est le Premier ministre qui le révélera peut-être cet après-midi. Et la droite républicaine, on a entendu Bruno Retailleau, que vous avez peut-être découvert, qui est un sénateur. Elle se dit prête, la droite républicaine, à coopérer à condition qu'il n'y ait pas la pensée unique et la tentation hégémonique. C'est-à-dire accepter les débats, vous disent-ils, ne nous écrasez pas. Je l'entends très bien. C'est une crainte qui est tout à fait naturelle, eu égard à cette vague qui a eu, ce champ politique qui a été bouleversé, ce paysage politique renouvelé. Je comprends que ça puisse amener à certains questionnements. Pour autant, pour qu'il n'y ait pas d'hégémonie, il faut prendre part au débat, il faut prendre part à cette construction. Il y est prêt. Avec grand plaisir, nous les attendons. Alors, vous avez entendu aussi l'argument qui revient souvent, le président exécute la fonction de Premier ministre, pour ne pas encore dire qu'il exécute Édouard Philippe. Cet après-midi, le Premier ministre va prononcer son discours de politique générale avec une mission large et précise que le président de la République a rappelé hier. C'est lui qui va serrer la vis, alors? Pas serrer la vis. Le président préside, le Premier ministre gouverne. Et il va venir nous présenter la feuille de route qui correspond aux orientations et aux caps présentés. Vous avez déjà une idée de ce qu'il y a? Écoutez, je vais le découvrir avec une grande attention cet après-midi. Mais quand vous l'avez rencontré, quand il vous a parlé lors des rencontres, vous tous, il ne vous a pas dit vers quoi il allait? Vous savez, ce cap qui a été donné hier par Emmanuel Macron, avant ce discours d'hier en Congrès, nous avons tout de même co-construit le programme du fameux plan de transformation pour la France pendant la campagne présidentielle avec les comités locaux, c'est-à-dire avec des citoyens. C'est un plan qui a été co-construit avec plus de 135 000 contributions. Donc nous avons bien évidemment une petite idée de ce qui va en ressortir puisque nous avons déjà beaucoup travaillé dessus. Pour autant, la méthodologie, les outils choisis, c'est le Premier ministre qui va venir nous les apporter. Mais vous n'avez pas d'idée sur les mesures qu'il va prendre ? Sur la fiscalité? Écoutez, nous connaissons les premiers projets qui vont arriver en matière de rénovation de la vie politique, en matière de réforme du travail. Donc bien évidemment, nous avons des idées. Mais dans le détail, j'attends les objectifs du Premier ministre lui-même. Ce matin, à l'Assemblée nationale, vous allez travailler à la Commission des lois sur quel projet déjà? Nous allons commencer à aborder la loi de confiance, la rénovation de la vie politique. C'est la moralisation, en fait, ce qu'on appelait à l'époque de François Bayrou. Ce que l'on appelait la moralisation ou ce que nous avons eu aussi appelé la rénovation de la vie politique. Et donc, nous allons travailler dès ce matin sur ce sujet. Si trop d'élus paralysent le fonctionnement de la démocratie, si trop d'élus provoquent des risques de corruption, on le voit avec la moralisation, est-ce qu'on n'est pas en train d'encourager l'antiparlementarisme? On est surtout... Vous qui entrez au Parlement. Non, nous avons cette ambition chez les députés de La République En Marche d'assurer notre mandat sur l'ensemble du quinquennat avec beaucoup de responsabilité, de sérieux et de dignité. Nous voulons vraiment ramener cela et cela nous semble très important. Et dans le respect précisément des oppositions et de la co-construction, le débat, un débat qualitatif. C'est indispensable pour les Français. Ce qui est important, nous l'avons dit hier, ce que nous avons entendu hier, c'est aussi de sortir de cette société du soupçon, de la délation, qui a été amenée progressivement, précisément par ces mauvaises habitudes qui ont été prises, quelques dévoiements. Et il faut corriger le tir. La faute à qui? Écoutez, je ne suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais points. Je suis là pour faire en sorte que les choses changent pour l'avenir. Alors justement, le président Macron demandait hier d'en finir, comme vous le dites à peu près, avec la recherche, je le cite, incessante du scandale, le viol permanent de la présomption d'innocence. Pourquoi a-t-il laissé alors écarter 3 ministres de son gouvernement, de son premier gouvernement, qui n'avaient pas encore... dont on n'avait pas reconnu les fautes et que la justice n'avait pas encore sanctionné? Parce Pourquoi? que dans l'état actuel et la culture actuelle qui existe du rapport entre les citoyens et les représentants de la vie publique, dès lors que le doute est instauré, nous savons qu'il y a une difficulté. Il l'a dit hier, pour pouvoir gouverner, restaurer cette France forte, pour pouvoir transformer le pays, il faut une relation de confiance. Et donc notre objectif, c'est de retisser ce lien de confiance, et c'est bien là l'essentiel. Vous avez été bien formé par qui alors? Par qui? Écoutez, j'ai été tout simplement bien accompagnée et je suis encore très bien entourée par l'ensemble des députés de La République En Marche, ainsi que le mouvement. Alors il y a le Premier ministre, c'est intéressant, pour mieux le connaître, Édouard Philippe, je pense qu'il faut lire le livre de Confidence qui va sortir, je pense, demain, que j'ai lu, Des hommes qui lisent, publié par les éditions Lattès, où on voit son goût de la lecture, son goût des livres qui l'ont, comme il dit, construit. On voit les livres qu'il lit, les livres qu'il n'a pas encore lus et les livres qu'il n'a pas envie de lire. Et je ne dirais pas lesquels, à vous de les découvrir. Merci Coraline Dubost. Merci et maintenant, je reçois le président des sénateurs socialistes, Didier Guillaume, qui a entendu cette envolée
du président de la République hier au congrès de Versailles. La France n'est pas un pays qui se réforme. C'est faux. Pardon, Monsieur le Premier ministre, de vous annoncer aujourd'hui devant le Congrès cette mauvaise nouvelle. La France est un pays qui résiste aussi longtemps qu'il est possible de ne pas réformer. Un pays qui se cabre quand on lui parle mal, quand on ne lui explique pas, quand on ne le respecte pas, quand on ne parle pas à sa dignité et son intelligence. Mais c'est un pays qui, face aux défis, qui à chaque fois aurait dû l'abattre, s'est profondément transformé, a su trouver en lui-même ce sens de l'histoire, de l'humanité qui a fait la France. Votre défi aujourd'hui, notre défi, c'est celui-là. Didier Guillaume, vous l'aviez entendu hier, est-ce que la France semble à ce qu'en disait hier devant vous le président de la République? La France est très diverse et en même temps le président de la République l'incarne. Il doit incarner une nouveauté, il a été élu pour ça, mais il doit incarner aussi notre histoire. Je pense que nous ne sommes pas à l'an zéro de la politique. La politique, elle a démarré bien avant. Vous voulez dire qu'il donne 2017. le sentiment que tout commence avec lui? Non, mais je veux dire que c'est un risque qu'il faut éviter. Nous avons une histoire, nous avons des grands anciens, nous avons des grands leaders, et la politique ne démarre pas. Qu'il faille la rénover, la moderniser, sans aucun doute. Ouais, comment vous l'avez trouvé hier? Enfin, je veux dire, dans son discours, dans sa présence, dans son style. Est-ce que vous avez trouvé que son intervention a été creuse, vide, floue, vague, etc., etc.? Peut-être un peu longue, vu les conditions de chaleur que nous avions, mais ce que je trouve, c'est que la répartition des rôles est très bien faite. Vous savez, il y avait tous ceux qui disaient « il va parler avant, il va étouffer le Premier ministre », etc. La répartition des rôles est essentielle, elle est institutionnelle. À lui, les grandes orientations, au Premier ministre, de faire voter les lois et de faire les arbitrages. Ben, pour une fois, nous avons un président de la République qui ne s'occupe pas de tout. Je trouve que c'est bien, ça change de ses 2 ou 3 prédécesseurs. Il faudra qu'il démontre qu'il ne s'occupe pas de tout. Ah ben, en tout cas, là, vous dites que la fonction présidentielle est incarnée, que ce n'est pas encore l'hyper-présidence. Non, je ne crois pas. Il incarne la fonction présidentielle, il trace les voies. Nous verrons ce que dira cet après-midi Édouard Philippe à l'Assemblée et puis demain au Sénat. Mais je pense que cette séparation des rôles, elle est essentielle pour nos institutions. Vous avez vu qu'il veut réduire le Sénat et l'Assemblée nationale d'un tiers des élus. Est-ce que vous êtes si nombreux au Sénat? Tous les candidats à l'élection présidentielle avaient dans leur projet de réduire le nombre de parlementaires. Si c'est pour courir derrière le populisme et toutes les démagogies, je dis attention, on sait où nous mène le populisme. Mais pourquoi moi j'y suis très favorable? C'est parce qu'à partir du moment où nous allons limiter le cumul des mandats, nous l'avons fait dans le précédent quinquennat, ça va continuer et limiter dans le temps, il faut donner plus de poids et plus de pouvoir aux parlementaires pour faire leur travail. Mais pourquoi punir les élus? Mais ce n'est pas une punition du tout. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Aujourd'hui, il vaut mieux un peu moins de parlementaires avec plus de moyens de contrôle de l'action du gouvernement pour faire des commissions d'enquête. C'est-à-dire que vous êtes trop aujourd'hui. Vous êtes trop. Vous travailleriez mieux si vous étiez moins nombreux. Non, ça? Je pense qu'il y a une histoire. L'Assemblée nationale était à 400 et quelques il y a 20 ans, 577 aujourd'hui. Mais à partir du moment où le cumul des mandats prend fin, là pour les députés, en septembre pour les sénateurs, alors les parlementaires seront à temps plein, si je puis dire, au Parlement. Il en aura peut-être besoin d'un peu moins, mais vraiment avec plus de moyens pour travailler et pour contrôler. Donc vous dites oui. Ah oui, oui, bien sûr. Et c'est applicable, ou serait applicable à quelle tranche de sénateurs et à partir de quand? C'est la raison pour laquelle j'avais fait une proposition de prolonger d'un an ce renouvellement-là de 2017 pour que ça se fasse dans le quinquennat. J'ai plutôt l'impression que dans ce quinquennat, il n'y aura pas une réduction du nombre de parlementaires. Mais il faut que nous votions ce texte-là pour que ça s'applique la prochaine fois. Donc vous êtes personnellement, enfin vous allez partir en 2020, si je me souviens bien de ce que vous nous avez dit. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de sénateurs qui ont envie de faire ce que Jacques Chirac appelait, qui connaissait bien les Japonais, le seppuku, c'est-à-dire le harakiri? Non, mais il ne s'agit pas de harakiri. Aujourd'hui, la vie politique a changé, elle est plus complexe, et puis nos concitoyens ont envie d'être mieux associés, d'être mieux intégrés, et s'intéressent les réseaux sociaux, et c'est très bien. Donc il y a beaucoup de parlementaires qui choisissent le local. Lorsqu'ils sont députés maires ou sénateurs maires, ils choisissent le local. Et ça peut s'accompagner d'une dose de proportionnel.
Ah, moi, je pense que c'est indispensable. De combien? Je suis Qu'est-ce très qui serait favorable. bien pour vous, Mais sénateur? il y a plusieurs... Président du groupe des sénateurs socialistes. Au Sénat, déjà, c'est quasiment à la proportionnelle, puisqu'à partir de 3 sièges, c'est à la proportionnelle. Le Sénat est très en avance dans ce cas-là. Il y a très peu de sénateurs qui ne sont pas élus à la proportionnelle. Mais c'est un autre mode de scrutin. Pour l'Assemblée nationale, il y a plusieurs solutions. Soit la proportionnelle intégrale au niveau national, soit la proportionnelle intégrale par département ou par région, soit une dose de majoritaire. Ce qui semble aujourd'hui être dans les cartons du gouvernement, c'est redécouper les circonscriptions, moins de députés et une dose de proportionnelle. Mais... Je l'ai dit hier à la tribune du Congrès à Versailles, il ne faut pas que ce soit une dosette, il faut que ce soit une dose. Il faut que tous les courants politiques puissent être Mais vous représentés. avez remarqué dès hier, lors du Congrès, à la tribune, que ça ne plaît pas aux Républicains et à son porte-parole que vous écoutez. Nous refusons donc de créer une assemblée hors sol où des apparatchiks déconnectés des territoires prendraient le pouvoir. Méfions-nous également de la méthode de réduction du nombre de parlementaires si elle devait pénaliser les territoires ruraux. Car supprimer les élus, cela veut dire augmenter la taille des circonscriptions. Et donc, faire peser le risque d'un éloignement avec son député. Voilà, les Républicains vont peut-être évoluer. Oui, j'ai entendu ce matin Bruno Retailleau sur une autre antenne qui disait qu'il était favorable à la réduction mais pas à la proportionnelle. Les Républicains sont favorables à tout mais ne voteront rien comme d'habitude. Ouais, Donc je pense qu'il faut aller... Non mais c'est pas une raison. Mais on dit ce qui ira dans le bon sens, nous le voterons, et ce qui n'ira pas dans le bon sens, nous ne le voterons pas. Donc moi je pense vraiment que la réduction du nombre de parlementaires, la proportionnelle et Jean-Pierre Calebache, ce qui me semble le plus important, légiférer plus vite. Aujourd'hui, il faut 2 ans pour une loi. Enfin, vous annoncez sur votre plateau que le Conseil des ministres va présenter une loi, elle sera applicable dans 2 ans. Ce n'est plus le rythme. Donc, il faut mettre de l'air au Parlement. Accélérer. Édouard Philippe va à la tribune du Palais Bourbon présenter son discours de politique générale. Et chez vous, au Sénat, Gérard Collomb lira le discours du Premier ministre. Si vous aviez à voter, vous voteriez la confiance ? Moi, je pense que nous devons aider ce gouvernement à faire son... Je vais vous répondre très clairement. Aider ce gouvernement à faire son travail. Et le groupe socialiste et républicain du Sénat, la semaine dernière, a voté à plus de 82% pour dire qu'il n'était pas dans l'opposition. Donc moi, à titre personnel, j'aurais pu voter la confiance. Le choix que nous avons fait, c'est l'abstention, une abstention positive, en disant... Mais pourquoi pas aller jusqu'au bout? Puisque vous voulez soutenir, vous voulez construire, pour pas... C'est tout ça, c'est quoi? C'est un manque d'audace? Mais pas du tout. Ça fait partie des dynamiques de groupe à l'Assemblée. Nous attendons ce que va dire le Premier ministre. Il faut que la France réussisse. Et il faut que ce gouvernement réussisse. Je ne peux pas être plus clair. Et on a vu la répartition des rôles, vous en parliez tout à l'heure, entre le président de la République et le Premier ministre. Et d'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui, à Versailles, le disait lui-même hier. Le président de la République doit fixer le sens du quinquennat. Et c'est ce que je suis venu faire devant vous. Il revient au Premier ministre, qui dirige l'action du gouvernement, de lui donner corps. C'est à lui qu'incombe la lourde tâche d'assurer la cohérence des actions, de conduire les transformations, de rendre les arbitrages et, avec les ministres, de vous les présenter. C'est ce que va faire Édouard Philippe cet après-midi. Il va retenir sans doute les remarques ou les critiques acerbes de la Cour des comptes sur le quinquennat Hollande, Sapin, Valls, etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Sévère, trop sévère? J'ai trouvé très sévère, je ne sais pas si c'est trop sévère, mais très très sévère, d'autant plus qu'il faut quand même attendre l'exécution budgétaire. Qu'il y ait, comme tous les gouvernements, des prévisions qui soient un peu optimistes, ben, enfin c'est bien normal, tous les maires font la même chose pour gérer leur commune. Par contre, c'est à la fin de l'année que l'on verra si de la Cour des comptes ou du gouvernement, vers qui on se rapproche le plus. On ne peut pas dire aujourd'hui quelle sera la croissance, s'il y a de la reprise, etc. Bon, donc très sévère. La Cour des comptes est très sévère. Très sévère. Et pourquoi elle est très sévère? Je ne sais pas, elle fait son travail. Ou elle fait un peu de politique? Non, je ne crois pas. D'accord. Non. Hier, le président Macron s'est affirmé comme un Européen exigeant et inventif, il faut dire au passage, qu'il a dit qu'il y avait des initiatives à préparer avec la chancelière Merkel et qu'il allait présenter à toute l'Europe, lui et la Commission peut-être de Bruxelles, des conventions démocratiques. Il faut voir si tous les pays européens le veuillent et le voudront. Votre ancien chef de file, c'était Manuel Valls. Il a quitté le Parti socialiste
et il fait partie de la majorité présidentielle. Et à un moment, vous allez franchir le Rubicon? Mais il n'y a pas de Rubicon à franchir. La question, elle est très simple. Est-ce que ce pays va s'en sortir ou pas? Et comment faire pour qu'il s'en sorte le mieux? Aujourd'hui, le Parti socialiste est en crise, mais comme les partis de droite. Benoît Hamon, les candidats à la primaire d'ailleurs, certains ont disparu. Benoît Hamon a quitté le Parti socialiste, Manuel Valls l'a quitté. C'est quand même un drame. Vous restez dans le parti? Moi, pour l'instant, je reste. Je ne sais pas combien de temps je resterai. Pour l'instant, je reste. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant? Parce que c'est conditionné à quoi? Évidemment, c'est conditionné à une refondation complète, à une clarification complète. Moi, je suis social-démocrate et européen. C'est cela que je veux. Si le Parti socialiste va dans cette direction, je m'y sentirai bien à l'intérieur, je peux y contribuer. Si le Parti socialiste continue à courir après l'extrême gauche, continue à courir après des leurs... L'avenir du PS, c'est pas Jean-Luc Mélenchon? Ah non, pas du tout. L'avenir du PS, c'est réfléchir à comment accompagner les mutations de la société. Aujourd'hui, nous n'avons plus de corpus idéologique, nous n'avons plus de ligne de force. Mais ce qu'il y a au Sénat, ce qui reste de socialistes partagés, peut-être parce qu'il y a la tentation de François Patriat. Et au Sénat, le groupe socialiste et républicain comporte 87 personnes. Aujourd'hui, c'est un groupe conséquent. C'est le 4e groupe du Parlement. Hier, j'ai parlé en 4e position. Vous vous sentez Macron compatible, comme on dit aujourd'hui? Évidemment, oui. Nous voulons qu'il réussisse, mais c'est ce que je dirais à la tribune du Sénat lors de la déclaration de politique générale, nous avons des exigences. Ces exigences de la réussite, ce n'est pas la réussite pour la réussite. C'est ce que je développerai. Il faut être exigeant. Mais vous n'avez pas peur que peu à peu, les macronistes, avec François Patriat et d'autres, grignotent ce qui reste du Parti socialiste? Je ne crois pas. Pour l'instant, le groupe de 87 membres est là, il est bien là. Vous résistez? Non, mais il ne s'agit pas de résister, il s'agit d'avoir des convictions. Qui peut diriger le Parti socialiste? Vous avez une idée? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je pense qu'une direction collégiale n'est pas... Ça ne veut rien dire, une direction collégiale. C'est ce que je suis en train de vous dire. La direction collégiale n'est pas ce qui me semble être la meilleure des choses. Moi, je pense qu'il faudrait appliquer les statuts et voter pour quelqu'un. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous savez, à droite comme à gauche, les partis politiques sont mal en point. Il ne s'agit pas de plus les enfoncer. Il s'agit de savoir comment ils peuvent sortir sur des idées fortes. Merci d'être venu, Didier Guillaume. Et on a bien l'impression qu'aujourd'hui, un élu, ça ne va plus traîner, ça va être sous surveillance en permanence, on ne plaisante plus, on bosse, on travaille. Mais ça fait longtemps que c'est comme cela. Encore plus qu'avant. Ça fait très longtemps que on lui fait la réputation du contraire. Merci d'être venu. Merci. Et pour nous, à demain.